thématique assez importante parce que ces informations qui nous viennent de la région de l'extrême nord ne peuvent laisser aucun Camerounais insensible avec la situation d'insécurité qui prévaut avec les attaques perpétrées par le groupe djihadiste Boko Haram. Alors, avant de prendre la thématique centrale, votre regard par rapport à ces informations qui viennent du côté de l'extrême nord. Boris Billy. C'est d'abord avec beaucoup de peine que nous avons appris cette actualité très triste, ce retour très offensif de la milice terroriste islamiste Boko Haram qui a sévi le 25 mars et qui continue à sévir, et que nos soldats tombent ainsi sur le front. C'est avec beaucoup de compassion que je parle de cela, et j'adresse toutes mes condoléances aux familles des victimes. Et c'est une actualité qui montre à suffisance que nous avons tellement à faire au niveau des domaines régaliens de l'État. Bon, on venait précédemment de parler des domaines monétaires, maintenant c'est les problèmes de défense et de sécurité dans d'un contexte socio-économique très morose et délétère. Bon, il faut dire à ce sujet que notre pays, le Cameroun, est en situation de surchauffe sécuritaire. Surchauffe parce que nous sommes engagés sur plusieurs fronts. Nous sommes engagés sur le front de la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Nous sommes engagés au niveau de la partie septentrionale avec la milice terroriste Boko Haram, et là, au niveau de la partie orientale et même vers la Damawa, nous avons des enlèvements de personnes, souvent par des incursions des anciens rebelles centrafricains et des grands bandits même sur notre territoire. Oui. Donc, lorsque en 2016 le conflit, la crise anglophone avait commencé, nous avons nous avons interpellé nos autorités, la classe gouvernante camerounaise, pour leur faire comprendre qu'il fallait absolument qu'on ne se paye pas le luxe d'une guerre de cette nature, parce que nous n'avons pas les moyens suffisamment de moyens économiques, stratégiques et diplomatiques pour être sur plusieurs fronts. Oui. Ça allait nous créer une situation de surchauffe. Maintenant, l'emphase ces derniers temps a été plus mis au niveau de la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, et avec un léger relâchement au niveau des autres fronts, notamment la partie septentrionale du pays, où il y avait un calme précaire. Donc maintenant, quand c'est comme ça, on se fait surprendre par les groupes terroristes. Oui, pour chuter. Et il faut indiquer que qui nous ont plongé dans une situation de guerre hybride, même à l'échelle globale. Des groupes terroristes qui utilisent à la fois dans le cadre de ces guerres hybrides, les méthodes conventionnelles et non conventionnelles. Et au niveau des méthodes conventionnelles, nos forces de défense ont battu les terroristes. Maintenant, ils utilisent beaucoup plus les méthodes non conventionnelles. Vous voyez par exemple l'attaque de Wouglo, c'est avec un drone, oui, où une bombe, un explosif est jeté sur nos forces de défense. C'est les méthodes non conventionnelles et lâches que les miliciens utilisent. Et maintenant, comme il y a une géopolitique mondiale de l'islamisme, du terrorisme islamiste, les groupes collaborent entre eux. Ceux qui ont même la logistique la plus sophistiquée, qui viennent peut-être les anciens de Daesh, qui peuvent venir de AQMI, collaborent avec les groupes des autres aires géographiques comme Boko Haram, et ça renforce leur offensivité et ça devient beaucoup plus dangereux. D'accord. Monsieur Drimson, il faut dire quand même qu'on aura vu le MINDEF, sous hautes instructions du chef de l'État, se rendre dans cette zone-là, à Mora, pour réconforter les familles des militaires disparus, mais également souhaiter un prompt rétablissement aux différents blessés. Une situation qui heurte quand même lorsqu'on a pensé à une présumée accalmie de ce côté-là. Oui, mais ceux qui pensent à l'accalmie, lorsqu'on a fait avec une force non officielle, oui, ils se trompent. Ils se trompent. Ils se trompent.
J'ai eu l'occasion d'étudier beaucoup de crises en Afrique et le cas de Boko Haram n'est pas un cas isolé. Oui. Et le problème de Boko Haram, on va y revenir peut-être, c'était normal qu'après un événement comme ça, que l'autorité va sur le terrain. Parce que quand les soldats perdent leurs camarades dans cette situation-là, Oui. qu'en plein échange de tirs, un soldat perd un camarade, la douleur n'est pas la même. La douleur n'est pas la La même. douleur n'est pas la même. Il est mort en se battant. Mais ça, on envoie un drone. Et ce qui est surprenant, c'est que l'équipement de l'armée camerounaise que je connais Oui. et qui ne décèle pas un drone, donc, parce que l'armée camerounaise est équipée, permettez-moi de vous dire ça. L'armée camerounaise, c'est un monstre froid. C'est justement parce que c'est une guerre non conventionnelle. Non conventionnelle. C'est pour ça que l'armée camerounaise piétine souvent. Mais je suis surpris que un drone comme ça vient tomber sur les soldats et en tuer cette quantité-là. Donc c'est très triste pour moi d'abord. C'est très très triste. En même temps étonné, on va y revenir. Donc le déplacement du ministre, ce n'est pas une surprise, il le fallait. C'est parce que notre père à tous, le président Biya, a dépassé l'âge de ce genre de mobilisation. C'est lui qui aurait effectué le déplacement. Parce que je me souviens que 2 soldats américains seulement ont été tués en Haïti. C'est le secrétaire d'État à la défense qui a fait le déplacement. Donc je pense que le ministre a joué son rôle et c'est quand même quelque chose qu'on peut... On va essayer de faire des propositions. Hein. Oui. On va en parler de ce Boko Haram là et puis on va essayer de faire des propositions parce que Boko Haram n'est pas une force, mais on va y revenir. Voilà On va y revenir, on va essayer d'avancer dans ce programme en capitalisant. A accepté d'entrer dans Boko Haram, c'était une sorte de manipulation parce que Boko Haram avait commencé à s'en prendre aux installations de l'exploitation du pétrole dont la France contrôle et au Nigeria et de celui de l'uranium au Niger. Au Niger. Donc la France a trouvé mieux d'associer, il y avait même le Bénin aussi. La France a trouvé mieux d'appeler ces 2 personnes pour venir aider le Nigeria et le Niger et le Tchad à combattre Boko Haram. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la force multinationale, les 4 pays qui sont restés pour combattre Boko Haram ne s'entendent sur rien. On n'est pas les stratégies communes ensemble. Alors on parle de quel pays? Le Cameroun. Le Cameroun. Voilà. Les forces camerounaises sont à Mourou, les forces tchadiennes sont à Bogasola, les forces du Nigeria sont à Boga et les forces du Niger qui viennent de partir est à Difa. Oui. Les 3 sites militaires que je vous cite là, ils sont tous situés à moins de 200 km du territoire dit de Boko Haram. Oui. Et les 4 pays dont je vous parle sont parmi les tops des 20 pays les plus militarisés en Afrique. Le territoire de Boko Haram, je vais vous présenter ça tout à l'heure. Le territoire de Boko Haram se trouve au nord, sur le territoire du Niger et le Tchad, au sud, sur le territoire du Nigeria et un peu à l'ouest, dans une petite partie du nord du Cameroun. Oui. Dans une logique de combattre une force non officielle, ils auraient formé, même s'ils n'ont pas de commandement conjoint unique, ils auraient eu des représentations de chaque pays dans n'importe quelle des 4 bases dont je viens de citer. C'est-à-dire, si le Nigeria donne 1000 soldats, 250 soldats devaient se retrouver avec le Cameroun, 250 soldats avec le Tchad, 250 soldats avec le Niger. Dans chacun des pôles. Dans chacun des pôles. Comme ça, le commandement est dirigé par celui qui a le maximum de force dans une base. Or, dans le cas espèce de la gestion du multinational, ceux qui ont constitué le multinational n'ont que 2 organes. L'organe politique dirigé par le chef d'État et l'organe dit technique dirigé par les ministres et les techniciens. Oui. Mais il n'y a pas d'organe de stratégie militaire. Ils ont laissé ça à la direction militaire qui est basée au Tchad et qui n'a pas autorité sur les différentes forces.
Voilà la faiblesse de cette force multinationale. Oui. Maintenant, entre le Cameroun et le Nigeria a donc autorisé, le Nigeria a autorisé le Cameroun qu'en cas de poursuite de Boko Haram, s'ils entrent sur le territoire nigérien, le Cameroun peut entrer sur le territoire nigérien. Le Cameroun aurait dû refuser cet accord. Et cet accord peut être accepté s'il s'agit de sécessionnistes, mais pas de Boko Haram. Parce que le rôle de notre armée, c'est de protéger notre territoire. Dès lors que l'ennemi est hors de notre territoire, il n'y a aucune raison pour qu'on continue. Comme quoi, un réel problème quant à la mise sur pied des différentes stratégies par les différents pays. Alors, Boris Bilé, et aujourd'hui, nous avons le Niger qui sort de la force multinationale mixte. Oui, ça renvoie à ce que le Kopanis vient d'indiquer. Il n'y a pas suffisamment une cohésion, une entente entre les différents membres de la force multinationale mixte, parce que d'abord, chaque pays membre a d'autres objectifs militaires qu'il accorde une priorité. Les officiels nigériens vous font savoir qu'au niveau de Difa et même la partie frontalière avec le Nigeria, ils ont leurs installations pétrolières qui sont régulièrement attaquées par un groupe rebelle qu'on appelle les Toubou, qui sont les miliciens, qui sont des anciens militaires qui sont restés affidés au président Mohamed Bazoum, qui a été renversé et qui demande sa libération et la restauration de la constitution. Donc il y a un oléoduc à ce niveau qui permet d'acheminer les hydrocarbures vers le Bénin et qui est régulièrement attaqué par ces rebelles pour faire le chantage à l'État. Et ça fait un manque à gagner au Niger pour ce qui est de sa production du pétrole. Donc le Niger a donc dit que l'objectif pour eux, c'est de sécuriser cette zone-là, parce que ils accusent le Nigeria d'abriter une partie des rebelles qui viennent attaquer ces bases militaires. Et le Nigeria officiellement rejette ces accusations. Donc ça cause un problème de collaboration et d'entente, parce que une force multinationale mixte qui veut affronter une nébuleuse dans le cadre d'une guerre conventionnelle, il faut un échange de renseignements. Oui, quand les pays de ce regroupement militaire ne s'entendent pas à cause de ces différentes, si on peut dire, querelles, et à cause des objectifs militaires divergents, ça rend difficile le partage d'informations entre ces différents pays. C'est pareil pour le Cameroun aussi, qui a d'autres objectifs avec le nord ou le sud-ouest, où il a mis beaucoup d'emphase. C'est pareil pour le Tchad, qui affronte les rebelles anti-Zangawa, c'est-à-dire les rebelles qui contestent la junte militaire dont le flambeau entre les mains d'Idriss Déby, fils. Ils contestent, et ces rebelles tchadiens partent souvent de la Libye, où ils se replient et se mutualisent même parfois avec certains mercenaires libyens pour déstabiliser leur pays et mettre en mal le régime de Djamena, qui est incarné par la junte militaire. Ça fait que le Tchad lui-même a ses autres préoccupations militaires pour la gestion de ces rebelles-là. Donc ça fait que le Cameroun a ses objectifs ailleurs aussi, le Niger et maintenant le Tchad. Ça fait que il devient difficile de mutualiser. Il faut rappeler que déjà le 3 novembre, Mahamat Idriss Déby, président du Tchad, a dans un communiqué menacé de quitter aussi la force multinationale mixte, parce que le 27 octobre, le Tchad a été frappé par le groupe terroriste Boko Haram. Il a perdu une quarantaine de soldats. Maintenant, Mahamat Idriss Déby remettait en cause la participation, l'implication de l'État dans cette force multinationale en termes de contingent militaire et même dans l'allocation d'artillerie militaire. Il remettait en question et menaçait que le Tchad risque même de se retirer de cette affaire.
Comme quoi? Comme quoi l'avenir de cette force multinationale mixte est en pointillé. Un avenir en Puisque, pointillé. ah oui, puisque le Tchad montait à ce qui est un pays hautement important pour cette organisation qui a pour but de sécuriser tous les villages de la région du bassin du lac Tchad. Donc la menace de sortie du Tchad est déjà montré déjà les prémices d'un effondrement de cette force multinationale. Mixte. Donc on s'interroge beaucoup sur l'avenir de cette force multinationale. Maintenant, je vais terminer pour le Niger en disant que le Niger est aussi, depuis l'avènement du général Tchiani, engagé dans l'Alliance des États du Sahel, qui est en train de se constituer comme une confédération d'États. Oui. Et ils auront une doctrine militaire propre et une politique de défense commune. Maintenant, ça fait qu'il faut nécessairement il se retire d'autres organisations militaires pour se consacrer à la politique de défense commune de l'AES. D'accord, là c'est votre lecture. Là c'est ma lecture de l'AES avec le soutien de la Russie. Donc il y a aussi il faut aussi regarder ces choses sous cet angle-là. Oui. Que le Niger, comme le Burkina Faso et le pays de la bande sahélo-saharienne et le Mali, se retirent de plus en plus de certaines organisations parce que ils veulent opérer conjointement dans le cadre de l'AES. De l'AES. Alors, M. Drimson, il faut dire quand même que ce n'est pas la première fois que le Niger sort de cette force multinationale mixte, mais on aimerait bien savoir quels peuvent être les enjeux quant à l'objectif commun qui, au départ, était de combattre Boko Haram. Tout à fait. Je vais revenir, voilà, je reste sur Boko Haram. Oui. Je vais revenir sur le Niger. Le chef d'état-major du Niger, après le départ de John Dramani Mahama du Tchad, le président ghanéen, Oui. il a dit ceci, je le cite, le chef d'état-major: nous défendrons mieux notre territoire seul. Pourquoi? Parce que si votre caméraman peut zoomer, voici le point bleu. Le point bleu que vous voyez là. Ce sera compliqué, d'accord. Voilà. Oui. Le point bleu que vous voyez là, c'est le territoire de Boko Haram. Vous comprenez ça? Oui. Ça, c'est le territoire de Boko Haram. Et ce territoire de Boko Haram est moins gros que le département de Banganté. D'accord. Une superficie assez réduite. Tout à fait. Ça veut dire que il y a une chose qu'on ne nous dit pas sur la gestion de cette force multinationale. Parce que moi, j'évolue dans l'environnement sécuritaire. Le Niger voulait déjà quitter, comme je le disais, avant même que John Dramani Mahama ne devienne président. Oui. Quand John Dramani Mahama est parti du Niger, du Burkina et du Mali, il a demandé à la CEDEAO de tendre la main à ces trois pays-là. Il n'y a pas eu une réaction au secrétariat de la CEDEAO, mais plutôt du Conseil de l'Entente. C'est toujours une organisation ouest-africaine. Donc nous, là, on attendait le départ du Niger il y a longtemps. D'abord parce que ces trois pays-là manifestent un orgueil patriotique inné et estiment que Boko Haram ne peut pas nous tuer et nous, on demande l'aide à l'Occident pour combattre Boko Haram. Ce n'est pas les enfants occidentaux que Boko Haram tue. Donc, pour les trois autres pays, le Tchad, le pays qui est le plus exploité dans la lutte contre Boko Haram, ça me semble être le Cameroun. Parce que l'armée camerounaise, dans le souci de défendre notre territoire, a obtenu de deux autres pays. Et tout récemment encore, le Tchad venait d'autoriser le Cameroun à entrer sur le territoire tchadien si Boko Haram enfuyant, oui. Voilà, pour entrer sur son territoire. Mais ce genre de propositions sont des propositions à regarder avec beaucoup d'attention. Parce que je vous rappelle que c'est sur le territoire nigérien qu'on a tué les Camerounais. Les soldats camerounais, c'est sur le territoire camerounais, nigérien que ça s'est passé. Ça s'est passé. Voilà. Donc, ce genre de sortie, si les troupes étaient unifiées, comme je disais, c'est-à-dire un peu de Nigériens, un peu de Tchadiens, un peu de Nigériens, dans cette force avec les Camerounais pour faire cette sortie. Avec le même commandement. Avec le même commandement, ça aurait été différent. Il leur suffit, comme je vous ai montré sur la carte là, il leur suffit de descendre
pour mater Boko Haram. Alors, donc, dans la gestion, voilà. C'est-à-dire que facile à dire, pas facile à faire. Mais entre-temps, les enjeux quant à cette sortie du Niger. Bon, cette sortie, nous espérons que cette sortie va fouetter l'orgueil des États restants à prendre leurs responsabilités. Ce ne sont pas les Européens que Boko Haram tue. Ce sont les Camerounais, ce sont les Tchadiens, ce sont les Nigériens que Boko Haram tue. Alors, cas pratique, comment prendre leurs responsabilités, selon vous? Ouais, mais prendre leurs responsabilités, vous savez ce qu'ils font quand il y a des attaques? Nous avons un journal qui est intitulé « Sécurité dans l'Afrique au sud du Sahara ». Oui. Un journal spécialisé. Ce que font les États, voici Boko Haram au centre de ce plateau. Quand Boko Haram entre sur le territoire d'un État, l'État lance la poursuite. Et quand Boko Haram entre ici, ils arrêtent la poursuite. Pour quelle raison? Pour quelle raison ils arrêtent la poursuite? Je vous ai montré, ils ont un territoire. Le territoire est appelé le territoire de Daesh. Parce que Boko Haram s'est affilié à ce groupe terroriste-là. Maintenant, comment 4 États peuvent-ils décréter qu'il y a un territoire qui appartient à Daesh? Ça correspond à quoi? Et le Cameroun a fait ça plusieurs fois. Ils ont chassé Boko Haram jusqu'à entrer sur le territoire nigérien et arriver à un autre niveau. La dernière fois, ça s'est passé, je crois, en 2023, quand l'armée camerounaise est entrée sur le territoire nigérien et tchadien. Oui. Il a appelé ces 2 forces-là en renfort, mais ils ne sont pas venus. L'armée camerounaise était donc obligée de se replier. Et il nous semble qu'il est temps aussi que le Cameroun quitte cette force-là et prenne ses propres responsabilités. Alors, pour vous, le Cameroun gagnerait également à quitter cette force multinationale. Mais oui. Pourquoi? Parce que si le Niger est parti, attendez, vous allez voir, je vous donne moins de 4 mois, il n'y aura plus Boko Haram sur le territoire du Nigeria. Je vous le promets. D'accord. Alors, Boris Bilé, recherche de solutions selon vous. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, le Niger, les sorties, les enjeux sont-ils énormes? Ou alors le Cameroun devrait gagner à prendre sa responsabilité? Pour moi, il faudrait que cette force multinationale mixte s'effondre complètement. C'est clair. S'effondre complètement de manière, c'est clair. Et que les États peut-être gagneraient à se mutualiser dans une perspective large de l'alliance des États du Sahel, parce que cette alliance-là sera de nature à couvrir toute la bande sahélo-sahélienne, qui est large, qui va du Burkina Faso jusqu'à même vers le nord de la Centrafrique. C'est une large bande et c'est une bande où les frontières sont tellement poreuses. Les frontières sont tellement poreuses et il y a une affinité communautaire du point de vue des groupes ethniques de cette bande-là qui ont beaucoup d'affinités, et que seul le partage du renseignement sera utile. Et maintenant, l'AES a décidé d'avoir une politique de défense beaucoup plus autonome, sans l'intervention des puissances impérialistes occidentales. Ils se déploient avec le soutien de la Russie. Bon, la Russie, dans l'histoire politique, la Russie n'a pas été coloniale, la Russie n'est pas néocoloniale. Et on se rend compte que au niveau des pays de l'AES, contrairement à une certaine démagogie occidentale, se portent mieux sécuritairement et du point de vue de la défense de la défense de l'intégrité territoriale que lorsque ils n'étaient pas regroupés ensemble et étaient sous les régimes néocoloniaux, que ce soit au Burkina Faso, au Mali, c'est Ibrahim Boubacar Keïta, sur le Niger, sur Mohamed Bazoum. Donc, pour moi, c'est dans le cadre de cette confédération des États africains, pour ce qui est de l'AES, vous voyez la solution. Que moi je vois la solution. Et il faut dire que certains grandes figures de l'histoire de l'Afrique comme Kwame Nkrumah et Gabal Amdel Nasser avaient déjà même pensé cela, avaient une vision panafricaniste où il faut que les États africains aient
une politique monétaire commune, diplomatie commune, politique de défense commune dans le cadre fédéral africain. Et je pense que l'AES, dans cette approche confédérale, est déjà une avancée, une amorce vers cet idéal panafricaniste de mutualisation à une échelle plus large et dans un champ, parce que c'est toute la bande sahélo-sahélienne qui a beaucoup de milices terroristes comme les Omi Boko Haram, tu as le Mondiao, tu as Ansardine, tu as Ansarou, donc tout ça, et qui ont fait allégeance à Daesh. Donc c'est dans cette perspective beaucoup plus large, dans ce cadre-là que moi je vois la solution. D'accord, le temps est imparti pour ce programme. On va devoir faire un dernier tour de table. Une question, une seule à vous, deux chers panélistes posés. On parle bien sûr de la force multinationale mixte. Alors, à dissoudre ou encore des efforts à faire? Monsieur Dremson. Les deux. Les deux. Oui, les deux. C'est-à-dire que si les États veulent s'unir pour lutter contre Boko Haram, alors qu'ils le décident, eux, que ce ne soit pas sur invitation d'une tierce personne, ou que ce soit la France, les États-Unis, ou bien même les Nations Unies, que l'armée camerounaise, l'armée tchadienne, l'armée nigérienne et l'armée du Niger, sans même la vie politique, s'asseyent et dit, les gars, cette histoire-là, il faut qu'on mette un terme dessus. Si ceux-là décident, ils vont mettre un terme. Ils vont mettre un terme sur... ils vont nous débarrasser de Boko Haram. Lorsque une force comme celle mise sur pied par les États sous invitation de François Hollande, il y a toujours conflit d'intérêts. Or, les deux, ils ont comment on appelle ça, une épine dans leur pied qui est Boko Haram. Et c'est eux que Boko Haram défie. Je rappelle que Boko Haram n'est pas une force conventionnelle et que Boko Haram est une force terroriste. Et que dans le principe universel, on ne discute pas avec eux. On ne les offre même pas d'eux. Le Cameroun va très loin. Il a même le DDR qui était créé pour nos gars qui est au sud-ouest, au nord-ouest ici, ils ont étendu ça à Boko Haram pour les aider à abandonner les armes. Ils ne l'écoutent pas. Boko Haram combat avec la foi. Et cette foi est assise sur de l'ignorance. Or, Madame Muriel, une foi fondée sur l'ignorance est une menace pour une communauté et dangereuse pour le croyant lui-même. Boko Haram prétend appartenir à Daesh. Même si le Coran dit qu'il faut tuer les mécréants, où que vous les trouvez, mais Boko Haram tue même les musulmans. Vous voyez donc que la foi qui motive Boko Haram dans son combat est fondée sur de l'ignorance. Ce n'est donc pas une personne avec qui on peut même tendre la main. On peut négocier. En principe, voilà, on peut négocier. Donc ces pays peuvent encore décider. Voilà, non, ils peuvent le faire. Maintenant, il faut toujours que ce soit le politique qui prend le dessus, oui, alors je préfère que cette organisation-là soit dissoute. Tout simplement. Et que chaque pays défend son territoire. Boris Bilé. Non, pour moi, cette organisation doit être dissoute et penser la défense et la sécurité de l'Afrique dans une approche beaucoup plus large avec un centre d'impulsion et une doctrine militaire commune pour affronter le terrorisme et tous les milices qui utilisent les mêmes moyens que les terroristes. La force multinationale mixte, comme mon compagnon disait, c'était un édifice néocolonial qui avait été pensé par la métropole française en particulier, oui, et que de ce point de vue même ça portait déjà un peu des germes de son inefficacité, parce que les peuples qui ont des problèmes de défense et de sécurité doivent d'abord penser ça entre eux-mêmes. Entre eux d'abord. Entre eux-mêmes, sans immixtion des puissances qui ont des visées autres. Il faut rappeler que, par exemple, pour ce qui est l'Afrique de l'Ouest, le Mali a porté plainte au Conseil de sécurité contre la France pour soutien au terrorisme en 2023. Et jusqu'à présent, cette plainte-là est encore pendante. Ils ont martelé à plusieurs reprises que nous avons les preuves. Oui, des preuves concrètes. Concrètes que nous voulons venir montrer au Conseil de sécurité que la France, dans l'Afrique de l'Ouest, soutient le terrorisme. Comme quoi, nous avons vraiment un impératif
de s'émanciper stratégiquement dans tous les domaines régaliens. Il peut accepter les missions que les groupes, les regroupements militaires, les forces de mutualisation soient pensés par d'autres pays que nous. Nous devons fédérer les forces et avoir des centres de diffusion et des doctrines militaires et des approches véritablement conjointes et communes. D'accord. Je m'en vais ainsi vous remercier, cher monsieur, d'avoir répondu présent à ce programme, mais également vous, très chers fidèles téléspectateurs. Voilà, c'est la dernière sortie de la semaine pour votre programme On refait la presse. Le rendez-vous, il est donné pour lundi.